Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'effet des opérations usuelles, somme, produit, quotient, composé, sur la dérivée. Premier résultat qui va nous intéresser, il concerne l'addition de deux fonctions dérivables. On fixe donc i un intervalle, a un élément de i, u et v, deux fonctions de i dans R dérivables en a. Alors leur somme u plus v est dérivable en a, et la dérivée de u plus v en a, c'est u' de a plus v' de a. Pour démontrer ce résultat, on va revenir à la définition de la dérivabilité en a, et on va calculer le taux d'accroissement de u plus v en a. On a donc u plus v de a plus h, moins u plus v de a divisé par h. Et on écrit ça sous la forme u de a plus h moins u de a divisé par h, plus v de a plus h moins v de a divisé par h. On a regroupé ensemble les u et ensemble les v. Et ça, quand h tend vers 0, par définition du fait que u est dérivable en a et que v est dérivable en a, ça tend vers u' de a plus v' de a. Passons au produit maintenant. On va donc démontrer, sous les mêmes hypothèses, que u fois v est dérivable en a, et que la dérivée de u fois v en a, c'est u' de a fois v de a, plus u de a fois v' de a. Comme précédemment, on va s'intéresser au taux d'accroissement de u fois v en a. Donc on va s'intéresser à u de a plus h fois v de a plus h, moins u de a fois v de a. Et le but du jeu, pour étudier la dérivabilité ici, pour étudier la limite en divisant par h quand h tend vers 0, c'est de faire apparaître des taux d'accroissement de u et de v. Donc de faire apparaître u de a plus h moins u de a et v de a plus h moins v de a. Alors ici, ce serait beaucoup plus facile déjà si j'avais, au lieu d'avoir v de a, j'avais v de a plus h. Pourquoi? Parce que je pourrais mettre v de a plus h en facteur, et ce sera en facteur de u de a plus h moins u de a. Ce terme n'est pas là, je vais le faire apparaître. Je vais faire apparaître moins u de a fois v de a plus h, et comme j'ai fait apparaître ici avec un signe négatif, pour compenser, je le fais apparaître ici avec un signe positif, et donc je rajoute aussi plus u de a fois v de a plus h. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vous l'ai dit, parce qu'ici maintenant sur la première ligne, je peux factoriser par v de a plus h, et j'obtiens u de a plus h moins u de a fois v de a plus h. Et dans la deuxième ligne, cette fois c'est u de a qui est en facteur, et j'obtiens u de a fois v de a plus h moins v de a. Je divise tout ça par h pour avoir le taux d'accroissement, et donc je trouve que u de a plus h, v de a plus h, moins u de a, v de a, le tout divisé par h, c'est u de a plus h moins u de a divisé par h fois v de a plus h, plus u de a fois v de a plus h moins v de a divisé par h. Et maintenant je vais faire tendre h vers 0. Ici u de a plus h moins u de a sur h, quand h tend vers 0, ça tend vers u' de a, puisque u est dérivable en a. v de a plus h, quand h tend vers 0, puisque v est dérivable en a, donc continue en a, v de a plus h, ça tend vers v de a. Et ici, u de a c'est fixé, et v de a plus h moins v de a sur h, ça tend vers v' de a quand h tend vers 0, puisque v est dérivable en a. Et finalement, le taux d'accroissement, il tend vers u' de a fois v de a, plus u de a fois v' de a. On a bien démontré le résultat annoncé. Passons à l'inverse maintenant. Donc on fait les mêmes hypothèses, on n'a qu'une fonction u. On suppose en plus que u de a n'est pas nul. Alors on va démontrer que 1 sur u est dérivable en a, et que la dérivée de 1 sur u en a, c'est moins u' de a sur u carré de a. Pour la démonstration, on va faire comme précédemment, regarder le taux d'accroissement de 1 sur u en a. Donc 1 sur u de a plus h moins 1 sur u de a, le tout divisé par h. On va d'abord regarder ici ce qui se passe au numérateur. Et on a déjà une différence de deux fractions. On va la mettre au même dénominateur ici. Donc ça va s'écrire ça, u de a moins u de a plus h divisé par u de a plus h fois u de a, le tout divisé par h. On va écrire ça sous la forme d'une seule fraction, donc ça s'écrit déjà u de a moins u de a plus h divisé par u de a plus h fois u de a, et multiplié par 1 sur h. Et en fait, je vais échanger la place ici des dénominateurs, c'est-à-dire que le h, je vais le mettre ici, et le u de a plus h fois u de a, je vais le mettre là. Donc ça fait u de a moins u de a plus h divisé par h fois 1 sur u de a plus h fois u de a. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme tout à l'heure, je vais faire apparaître le taux d'accroissement de u en a. Bon, alors ici, en fait, j'ai fait apparaître moins le taux d'accroissement de u en a. J'aurais dû avoir u de a plus h moins u de a, j'ai u de a moins u de a plus h.
Et donc cette partie-là, elle va tendre vers moins u' de a quand h tend vers 0. Et là, ici, la fonction u, elle est dérivable en a, donc continue en a. Donc 1 sur u de a plus h fois u de a, ça tend vers 1 sur u carré de a. Et donc j'ai bien mon résultat que je voulais obtenir. On passe à la composée maintenant. Donc les hypothèses, cette fois, sont qu'on considère i et j des intervalles, a un élément de i, u une fonction de i dans j, et v une fonction de j dans r. On suppose que u est dérivable en a, que v est dérivable en u de a. Alors v rond u est dérivable en a, et la dérivée de v rond u en a, c'est u' de a, multiplié par v' de u de a. Méthode habituelle, j'ai envie de dire, on va regarder le taux d'accroissement de v rond u en a. Donc on va regarder v rond u de a plus h moins v rond u de a divisé par h. Alors là, l'idée, c'est de faire apparaître, comme toujours, des taux d'accroissement de u et de v. Alors ici, je regarde chez la fonction v en u de a plus h moins la fonction v en u de a. Donc je regarde l'accroissement de v entre u de a et u de a plus h. Et bien c'est légitime de le faire apparaître aussi au dénominateur, et donc de dire, voilà, je vais écrire que ça c'est v de u de a plus h moins v de u de a, divisé par u de a plus h moins u de a. Mais comme je l'ai fait apparaître ici au dénominateur, pour compenser, il faut que je le fasse apparaître aussi au numérateur, et donc que j'écrive que c'est fois u de a plus h moins u de a, et le tout divisé par h. Et maintenant, je vais regarder ce produit, ici, et essayer de voir vers quoi il tend quand h tend vers 0. Alors, d'abord, le second facteur du produit, ici, u de a plus h moins u de a divisé par h, quand h tend vers 0, u est dérivable en a, ça tend vers u' de a. On va s'intéresser maintenant ici au premier des facteurs du produit, et on va démontrer qu'il tend vers v' de u de a. Alors, comment on va faire? On va poser f de x, c'est pour x différent de u de a, et x dans j, c'est v de x moins v de u de a sur x moins u de a. Et bien par définition de la dérivée, de la dérivabilité et de la dérivée de f de v en u de a, grand f de x, quand x tend vers u de a, ça tend vers v' de u de a. Je vais poser aussi grand G de h égale u de a plus h. Et le quotient ici dont je cherche à déterminer la limite, v de u de a plus h moins v de u de a divisé par u de a plus h moins u de a, eh bien c'est v de g de h moins v de u de a divisé par g de h moins u de a. Et bien ça, c'est rien d'autre que grand F de g de h. Maintenant, quand h tend vers 0, g de h, ça tend vers u de a. Et f de x, on sait quand x tend vers u de a, ça tend vers v' de u de a. Donc cette fois, on applique le théorème de composition des limites. Et donc quand h tend vers 0, f de g de h, ça tend vers v' de u de a. Et ça, si je remets tout ensemble, ça me donne exactement la formule de la dérivée d'une composée. Il y avait encore le deuxième terme, le deuxième facteur, qui tendait vers u' de a. On termine donc cette vidéo par l'étude de la dérivabilité maintenant d'une fonction réciproque. Les hypothèses maintenant sont qu'on considère f une fonction de i dans R dérivable qui réalise une bijection de i sur l'intervalle j égale f de i. On fixe b appartenant à j, et on va prouver que si f' ne s'annule pas en f-1 de b, alors f-1 est dérivable en b, et la dérivée de f-1 en b, c'est 1 sur f' de f-1 de b. Alors allons-y, et comme dans les cas précédents, on va étudier le taux d'accroissement de f-1 en b. Donc je fixe y dans j privé de b, et je regarde f-1 de y moins f-1 de b sur y moins b. L'astuce ici, c'est de voir y moins b comme f de f-1 de y moins f de f-1 de b. Puis ensuite, pas d'envoyer ce qui est au numérateur ici, au dénominateur de ce qui apparaît en dessous. C'est-à-dire que ça, c'est encore 1 sur
f de f-1 de y moins f de f-1 de b, divisé par f-1 de y moins f-1 de b. Et en fait, je suis parti d'un taux d'accroissement concernant f-1 à l'inverse d'un taux d'accroissement concernant f. Et on va conclure, comme dans le cas de la composition, en fait, en utilisant le théorème de la limite composée de deux fonctions, on pose grand f de x égale f de x moins f de f-1 de b sur x moins f-1 de b. Et ça, quand x tend vers f-1 de b, puisque f est dérivable en f-1 de b, ça tend vers f' de f-1 de b. Et là, mon taux d'accroissement, c'est 1 sur grand F de f-1 de y. Bon, voilà, si je fais tendre y vers b, f-1 de y, ça tend vers f-1 de b, puisque la fonction f-1 est continue en b. Et donc 1 sur grand F de f-1 de y, par composé de limites, ça tend vers 1 sur f' de f-1 de b. Si on ne se souvient plus de la dernière formule, ici, pour la dérivée d'une fonction réciproque, on peut aussi repartir du fait que f rond f', c'est l'identité, c'est égal à x, f rond f' de x égale x, et dériver cette égalité pour retrouver la formule qui donne la dérivée de f-1.